d'un groupe qui a un petit peu planché sur la problématique posée par M. le ministre, à savoir la modernisation de l'université. Donc, avant de commencer cette présentation, juste peut-être un petit état des lieux. On reçoit des bacheliers qui arrivent de divers horizons, bac maths, bac technique mathématiques, bac sciences, lettres, sciences de gestion, etc. Il faut savoir qu'un titulaire de bac sciences ou l'un titulaire de bac mathématiques ou la technique mathématique, quand il va aller s'inscrire à l'université pour sa première année, je ne parle pas des conditions de moyenne, des conditions supplémentaires, je suppose un bac parfait. Il a à peu près 200 possibilités d'inscription. Un peu plus que 200. Un bac lettres ou la gestion, il en a à peine une quarantaine. Est-ce que c'est une bonne chose? Déjà, le constat, il est là. Entre 200 et une quarantaine, 5 fois plus. Donc, les étudiants, enfin les bacheliers titulaires des bacs gestion, lettres étrangères et lettres et philosophie, donc peut-être qu'il faut revoir un petit peu notre façon d'orienter ces étudiants à partir du baccalauréat. C'est d'ailleurs tout le travail que fait l'école d'informatique de Ouattama pour orienter à peu près ces 300 000 bacheliers par an, ce qui n'est pas une mince affaire. Je suppose qu'ici, tout le monde a des enfants, des frères, des sœurs, des nièces, des neveux, qui djibou le bac, tout enseignant que vous êtes, tout universitaire que vous êtes, parfois vous avez des difficultés à les orienter, à les renseigner. On ouvre la circulaire, un document comme ça, indigeste, à peu près une centaine de pages, quelques milliers de lignes. Ah, ce n'est pas un nouveau bachelier qui va se retrouver là-dedans. Des collègues, enseignants, s'y perdent. Alors, ce qui veut dire qu'il n'y a pas une lisibilité, il n'y a pas une visibilité correcte par rapport à l'orientation. Le bachelier il djib le bac, il fait la fête pendant 2 jours, on va tout dire, sauf évidemment ceux qui ont d'excellentes moyennes, qui ont du choix, qui savent à peu près ce qu'ils veulent faire, et ce qui n'est pas toujours évident. Ajoutez à tout ça les échecs. Le taux d'échec en première année, je ne vous apprends rien. Le taux d'échec en première année, il est élevé. Toutes branches confondues. Souvent, c'est le désenchantement. On arrive avec un bac à 17-18 de moyenne. Les premiers partiels, je vous fais l'économie de qualifier tout ça. Partant de tout ça et d'autres considérations, donc Monsieur le ministre propose, je dis bien propose, d'aller sur une nouvelle vision dans le but de moderniser un petit peu notre secteur du point de vue du recrutement des bacheliers et de leur accompagnement jusqu'à, du moins, leur première diplomation. Donc ça, c'est le plan. Bon, le plan, on s'en fout. Alors, on va démarrer avec le LMD. Le LMD, vous vous souvenez, bon, pour les plus anciens, quand il a démarré, il y a eu de la résistance parce qu'il y avait l'ancien système, il y avait les techniciens supérieurs à l'époque, il y avait les licences de 4 ans, il y avait les DES, il y avait les ingénieurs. Elle connaît bien comment on est, pourquoi changer? Mais on était obligé de changer, évidemment, pour des considérations politiques. Nos diplômes n'allaient plus être reconnus. Donc il fallait basculer sur le système qui, je ne dirais pas mondialement adapté, mais du moins par la communauté européenne, c'est à savoir sur le processus de Bologne, le système LMD. Donc on est allé sur ce système LMD, évidemment avec beaucoup de bonne volonté, Bniya Hassana, pour
pour s'aligner sur les standards internationaux, introduire un système de passerelle, générer la mobilité des étudiants et des enseignants, améliorer la gouvernance à l'université, accroître l'employabilité des diplômés, ouverture de l'université. Mais on n'a pas vu grand-chose de tout cela. Donc c'est un moment où on doit s'arrêter de dire, bon, on continue comme ça ou on change de cap. C'est sûr qu'on ne va pas continuer comme ça, parce que de tout ça, bon, on ne va pas être méchant, on ne va pas dire qu'on n'a rien vu, mais on n'a pas vu grand-chose. Pour les passerelles, on sait très bien comment ça se passe. Les parcours sont tubulaires. Pas question de... Le domaine MI, il y a maths et informatique. Il n'ira pas en ST ou en STU. Ce qui n'est pas du tout l'esprit du LMD. Donc le LMD, c'est nous qui l'avons mal appliqué. Ce n'est pas le LMD qui est mauvais. Bon, la gouvernance de l'université, diplomatiquement, je ne vais pas en parler. La mobilité des enseignants et des étudiants, on n'a pas vu grand-chose. Accroître l'employabilité, le problème est ce qu'il est aujourd'hui. L'employabilité n'est pas très bonne, particulièrement pour ceux qui sortent avec un diplôme de licence de 3 années. Et ouverture de l'université sur son environnement, ce n'est pas les bonnes volontés qui manquent, mais ce n'est pas suffisant. Alors, les retombées positives, bon, je viens d'en parler à Agdak, c'est un petit peu ce que j'ai dit. Aussi, oui, j'ai oublié aussi de dire qu'il y avait à un moment donné la cohabitation des deux systèmes, le LMD et l'ancien système, ce qui a fait pas mal de problèmes en fin de compte. La rigidité, j'en ai parlé, des filières et des spécialités au fur et à mesure des demandes, effectivement, pour ceux qui s'en souviennent. 2004, Djibu Nofroa est validé. Et on s'est retrouvé avec, en 2016, avec quelque chose comme 8000 spécialités en licence. Ce qui est inimaginable. Après l'opération de mise en conformité des licences, de 8000, on est tombé à 400. Vous voyez la différence. Évidemment, avec les 8000, il n'y avait aucune lisibilité. Souvent, personnellement, je l'ai constaté, 2 intitulés de licences différents avec exactement le même contenu. C'est pas bon. Et il y a beaucoup de problèmes au niveau de recrutement. Parfois, c'est l'inverse. Exactement le même contenu avec 2 intitulés différents. Enfin, ça partait dans tous les sens. Donc, avec cette opération de mise en conformité pour les licences et l'harmonisation des masters, on a mis un peu d'ordre, mais il faut dire que ça part à la hausse. Hein. L'inflation a repris. Alors, les contraintes qui ont freiné donc, les établissements supérieurs avec les besoins du marché, bon, là, je pense que je ne vais pas m'attarder. Alors, c'est pour ça qu'il faut présenter une réflexion sur la réorganisation des domaines de formation par rapport à une nouvelle vision. Évidemment, chose première, on va passer par la révision de la nomenclature des filières à la lumière de la refonte des domaines. Donc si on revoit les domaines, on sera obligé de revoir les filières. Bon, d'abord, pourquoi revoir les domaines? Aujourd'hui, on a 15 domaines. Je vais parler, bon après c'est la même chose, des domaines qui ont des atomes crochus, tels que le ST, le SM, le MI, voire le STU, ou là une partie du STU, et peut-être même la UMV. Je prends quelqu'un qui est en bac maths. Bon, Jeb le bac, il a fait la fête, il va s'inscrire. Alors, déjà, il a le choix de rentrer dans l'un de ces 4 ou 5 domaines. Bon, généralement, la mode, c'est à l'informatique. Il va essayer de viser l'informatique, même s'il a une bonne moyenne. Il rentre la première année, et puis il s'aperçoit qu'au fait, ce qu'il veut, ce n'est pas l'informatique.
c'est quelque chose chez les voisins, en ST, un génie quelque chose. Avec le système actuel, eh ben, il ne peut pas changer. Pourquoi? Même réflexion pour les sciences humaines, pour les lettres et littérature. Dès qu'il rentre là, il ne peut plus bouger. C'est-à-dire que son avenir, il va le jouer entre le moment de la proclamation des résultats du bac et les 10 jours qui vont suivre. Alors ce sont des jeunes de 18-19 ans, en pleine adolescence, beaucoup de problèmes d'hormones, et je lui donne à peine 10 jours pour miser sur son avenir. Si je rassemblais les domaines, il va rentrer dans un grand domaine de sciences et technologies. Au fait, après, il va avoir une année pour réfléchir. Il ne va pas avoir 10 jours. Et non seulement il pourra réfléchir, mais il pourra aussi être réaliste. Aujourd'hui, j'ai le bac avec 17. Je vais dire informatique. Mais j'ai eu 17. Bon, on est tous ici parents, donc on sait comment ça se passe. On a eu 17 au bac parce que j'ai eu 18 en mathématiques. J'ai eu 18 en mathématiques parce que j'ai fait le sujet. Malheureusement, maintenant, c'est comme ça. J'ai fait le maths, j'ai fait le physique. Quand il arrive à l'université, c'est une autre réalité. Ce n'est pas le même exercice, les chefs ou le cours de soutien, les tehlo. C'est autre chose. Les résultats flanchent. Et les conséquences, vous les connaissez, c'est une implication directe sur le taux d'échec. Donc, au lieu d'envoyer le nouveau bachelier sur un domaine plus ou moins pointu, on va essayer d'élargir. Et je parle comme ça un petit peu sur tous les autres. Je ne parlerai plus des domaines qu'on connaît aujourd'hui, mais de nouveaux grands domaines. On va y arriver dans un moment. Évidemment, si je revois les domaines, je suis obligé de revoir les filières. Évidemment, je serai aussi obligé de revoir le programme de première année, parce que cet étudiant, il faut que je lui donne un peu de tout, qui va rentrer dans le grand domaine de la technologie, un peu d'informatique, un peu de génie civil, un peu de télécom, pour qu'il affine un petit peu ses choix pour son projet d'avenir. Évidemment, il y aura toute une adaptation de l'organisation pédagogique par rapport à tout ça. On va en parler aussi. Les structures d'établissement, on va bousculer certaines habitudes et on est obligé de le faire. Peut-être que le problème ne se pose pas à Bjaya, mais il se pose ailleurs. Bien qu'à mon avis, ça va rattraper Bjaya à un moment ou à un autre. Alors, l'approche méthodologique. Donc, le but d'engager une réflexion pour l'enseignement supérieur moderne est porteur de progrès. C'est ainsi que le groupe a procédé à d'abord une étude sur les domaines actuellement existants, les circonstances qui ont présidé à leur création. Parfois, c'était des désirata de personnes. On a dit un domaine flâné, ça me rendrait service. Ça ne marche pas comme ça. On a regardé aussi les points forts et les points faibles du système actuel, leur impact sur le déroulement des études, les passerelles, au fait, on n'a quasiment pas, et la cohérence des filières. Les soucis qui ont présidé à cette approche, c'est de créer des passerelles, vraiment on y tient, entre les filières, par une forte mutualisation des études et des moyens, introduire des parcours de formation plus cohérents, évidemment par rapport aux besoins, et veiller à l'efficience de la structure, etc. Ben, ça, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Bon, le diagnostic, j'en ai parlé, je pense que je vais en passer, c'est très peu de possibilités de passerelle. Les insatisfactions des étudiants, ah oui, j'ai oublié ça, souvent les étudiants ne sont pas satisfaits, surtout à l'issue de la première année, malgré parfois des orientations qui, à nos yeux, paraissent bonnes, mais eux, ils ne sont pas contents. Le manque de cohérence dans la construction et la distribution des filières et l'inexistence de mobilité interne.
l'esprit du LMD, par exemple, j'ai fait un semestre à Bjaya, je pourrais faire le deuxième semestre à Tlemcen, pour des raisons personnelles, familiales, ou carrément pour les études, parce que ça me plaît à Tlemcen, il y a des enseignants qui me plaisent là-bas, etc. Aujourd'hui, je ne peux pas le faire. Ce qui n'est pas du tout l'esprit du LMD. Alors, ce que préconise la Commission, c'est au lieu donc de rester sur les grands domaines, c'est de créer ou de faire un agglomérat des anciens domaines pour en faire de grands domaines. Mais ceci avec l'esprit de garder un petit peu la configuration du baccalauréat. Baccalauréat, il y a 5 ou 6 séries de baccalauréat. On essaye le plus possible de ne pas s'éloigner de cette définition de l'éducation nationale, un petit peu pour faciliter le premier choix du bachelier. Il sait qu'il est en série mathématique. Bon, c'est le grand domaine de la technologie. Je ne vais pas le bloquer dans un seul petit domaine. Garantir une orientation progressive et souple, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au lieu qu'il fasse son orientation en une dizaine de jours, eh ben, il aura une année pour le faire. Il aura bien le temps de réfléchir. Diversifier l'offre de formation, ça évidemment, ça va avec. Augmenter la mutualisation des ressources, et créer un système national de crédit, évidemment, ça pour permettre la mobilité entre établissements. Alors, revenons maintenant au domaine. Alors, on a 15 domaines aujourd'hui. J'espère vous avoir fait toucher du doigt que 15 domaines, c'est trop pour un bachelier, il s'y perd. Et donc, on propose un petit peu de regrouper tout ça. Donc, ce travail vise à aider l'étudiant à choisir, à réaliser, je ne dirais pas un parcours de formation, mais un projet d'avenir. L'organisation progressive du parcours de formation depuis l'accès à l'université jusqu'au diplôme, donc c'est par approche récurrente. Aussi, ce qui est important, c'est de réduire le taux d'échec en faisant faire à l'étudiant un bon choix, généraliser l'idée du projet personnel et professionnel de l'étudiant, parce qu'aujourd'hui, c'est bien désolant qu'un étudiant en troisième année, alors que dans d'autres pays, déjà, ça commence en classe de seconde, voire avant. Il sait ce qu'il veut faire de son avenir. Le bac, c'est le flou total. À part, médecine pour faire plaisir parfois aux parents. C'est même pas pour lui. Mais il y a un mais. Aujourd'hui, on est à 15 domaines, on est à plus de 400 spécialités en licence. Disons qu'on est sur un des régimes de croisière, c'est sur 3 années. On est bien comme on est. Mais si on bouleverse les choses, donc on va voir par exemple un grand domaine ST. Donc ce qu'on faisait en 3 ans, on ne pourra pas le faire parce qu'on a grignoté sur la première année. Parce qu'on met tout le monde, tous les bacheliers dans un grand sac. Donc cet enseignement qu'on va mettre cette première année, il doit permettre à l'étudiant de mieux choisir évidemment pour son orientation, mais on va grignoter sur le temps pédagogique. Donc si on grignote sur le temps pédagogique, on n'aura pas le choix que d'allonger les années d'études. Donc on va aller à une licence à 4 années. On pourra me dire, oui, mais la loi dit 3 années. J'ai pris le soin de regarder, de feuilleter, de zioter la loi. La loi Trolkan a une licence, un master, un doctorat. Point. La loi est difficile à changer. Si je dois changer la loi, c'est beaucoup de propositions, le Conseil, c'est l'Assemblée populaire nationale, le Sénat, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, heureusement, la loi ne limite pas la durée d'études en licence. Par contre, c'est limité dans un décret.
Le décret, c'est plus facile à changer. Donc sur les décrets, on n'aura qu'à passer une licence, c'est 3 ans, soit 6 semestres, on va la passer à 4 ans, soit 8 semestres. Donc ça, au point de vue juridique, ce n'est pas un problème. Donc on sera amené à ajouter une 4e année pour les licences. Mais vous me direz, oui, il y a 5 ans. Pourquoi il y a 5 ans? C'est vrai, on a laissé 5 ans. On a laissé 5 ans à cause de certains parcours. Par exemple, je prends le parcours d'architecte. Un architecte de 4 ans, ça n'existe pas. Un architecte de 4 ans, il n'est pas reconnu par l'ordre des architectes. Il ne travaillera jamais. L'ordre des architectes reconnaissent un parcours de 5 ans. Par exemple, donc, les architectes, on va les sortir du lot. Même chose pour traduction. Ça n'existe pas. D'ailleurs, il y avait licence traduction, elle n'existe plus depuis 2 ou 3 ans. Traduction, aujourd'hui, c'est un MSIL, c'est-à-dire il est embarqué sur 5 ans directement, parce que ça n'existe pas un traducteur de 3 ans ou de 4 ans, parce qu'il faut aussi coller à l'ordre des métiers. Donc c'est pour ça certains parcours, eux, continueront le plus normalement sur 5 années. Mais les licences, donc pour le plus gros, ça va aller sur 5 années. Sur 4 années, pardon. Donc là, je vous propose de passer en revue un petit peu la révision des domaines, ou comment on a ramassé les domaines. Encore une fois, ce n'est que des propositions pour l'instant. Il n'y a absolument rien d'arrêté. Alors, pardon. Ici, ce qu'on appelait le domaine sciences et techniques et architecture, le STA. Alors, il est constitué de l'ancien ST, SM, MI, une partie du STU, on va voir pourquoi, et aussi une partie de l'AUMV. Le domaine des sciences de la santé et de la vie et de la terre. Donc évidemment, c'est le sciences de la santé qui a été créé il y a à peine une année. Donc ça touche la médecine, la pharmacie et les sciences vétérinaires. Donc sciences véto, ça va ici. Le domaine SNV d'aujourd'hui est une autre partie du STU, parce qu'il y a une partie qui est là. Évidemment, il y aura aussi les sciences infirmières, et à l'intérieur, donc les sciences médicales individualisées dès la première année. C'est-à-dire pharmacie, médecine, médecine dentaire, on ne touche pas pour l'instant. L'autre domaine, droit, économie et sciences politiques, il va s'appeler DESPE. Donc ce ne sera pas un domaine SEGC et un domaine DSP, ce sera DESPE. Ce sera la réunion de ces deux domaines. Le domaine art, langue et culture, ALC, donc ce sont les 4 qui sont là. Et le parcours traduction, comme je disais tout à l'heure, il est à part. Et enfin, le domaine de sciences humaines, sciences sociales et sport, on appelait ça SH2S, donc c'est l'ancien SHS, et les STAPS. Les STAPS pour des parcours professionnalisants. Donc voilà un petit peu la reconfiguration ou la proposition de reconfiguration des domaines. Évidemment, le bouleverser des domaines, ben, ça implique bouleverser des filières, ça va avec. Et par la suite, les spécialités. Pour les filières, aujourd'hui, on compte quelque chose comme 84 ou 85 filières. C'est trop, c'est immense. Donc, la Commission propose de rassembler des choses ensemble. Ça devient ainsi, pour le domaine ST, donc je crois qu'il y avait 24 filières, on passe à 14 filières. Ça reste discutable.
Pour le domaine, le nouveau domaine DESP, donc on est à 4 filières, 5 pour le domaine ALC et 4 pour le domaine SH2S. Pour les domaines sciences de la santé, de la vie et de la terre, donc on passe à 11 filières. Alors, quand on a raboté, ben, du coup, de 84 filières, on passe à 38 filières. Ce que permet, vous me l'accorderez, une meilleure lisibilité. Alors bon, là, on peut en discuter après, c'est quelques filières, qu'est-ce qu'il y a, des exemples de spécialités. Par exemple, je prends celle-là. On avait métallurgie, on avait polymère, on avait céramique, etc. Tout ça, c'est des matériaux. Tout ça, on peut le rassembler dans une filière appelée génie des matériaux. Pourquoi on va en faire 50 000 pour désigner la même chose au fond? Donc, on a ramassé des choses un petit peu dans cet esprit. Bon, ça, je pense que je vais passer. Oui. Je disais tout à l'heure que donc la nouvelle configuration proposée va induire des bouleversements au niveau des universités. Je disais, Bjaïa, peut-être elle n'est pas touchée pour le moment, mais elle est touchée en interne. Je prends un exemple, le domaine DESP. Il y a du droit, sciences politiques et d'économie. Aujourd'hui, je suppose à Bjaïa, il y a un département de droit, sciences politiques, je ne sais pas, non, et vous avez un département d'économie. Donc tout ce beau monde seront appelés à travailler dans le même socle commun. Donc les deux départements vont être obligés de travailler ensemble pour proposer des programmes de première année, pour mutualiser leurs moyens, qu'ils soient matériels ou humains. Bon, à Bjaïa, je suis là. Mais ailleurs, c'est pire, comme à Alger. À Alger, droit, c'est une université, sciences politiques, c'est une autre université. Économie, c'est encore une autre université. Sciences et technologies, c'est une université, Babzoua, et c'est Alger 1. C'est carrément deux entités différentes. Ce qui veut dire que si on bouleverse les domaines pour aller vers cette configuration, on est obligé de bouleverser la structure de nos établissements. Ça nous amène à aller vers des pôles universitaires. Les pôles universitaires s'imposent de lui-même. C'est-à-dire le recteur d'Alger 1 sera obligé de travailler avec le recteur d'Alger 2, d'Alger 3, de l'SHB, etc. Là où il y a des choses à partager. Et là, ça va impliquer la mobilité des étudiants. Avec le cours de droit va se faire chez vous. Et je vais vous envoyer mes étudiants parce qu'ils sont en économie. Et inversement, il y aura même la mobilité des enseignants, déjà à l'intérieur du campus. Ce sera même entre deux établissements différents. Donc là, on va aller vers la notion de pôle, surtout pour l'instant, pour les villes où il y a plusieurs universités, à savoir Alger, Oran, Sétif, Constantine et Betna, et Lorwat. Lorwat, il y a l'université et le centre universitaire d'Eflou. Donc tout cela, ils seront obligés de travailler ensemble. Donc on va vers cette notion de pôle universitaire, on y reviendra tout à l'heure. Donc je parlais de la réorganisation. Les pôles universitaires, bon, j'ai anticipé, je viens d'en parler. Donc l'objectif, évidemment, c'est de mutualiser, de permettre la fluidité, etc. Partager les ressources, notamment en encadrement et moyens, notamment les TP. Jouer un rôle moteur dans le territoire, parce qu'il faut que ça se bouge. Offrir un panel pour les offres de formation. Ça, évidemment, s'il y a plusieurs établissements qui font un conglomérat, évidemment, les offres de formation, etc., ne peuvent être que plus diversifiées.
Bon, augmenter le niveau de performance, évidemment, si on va vers les pôles, il y aura un impact sur la visibilité à l'international de nos établissements. Aujourd'hui, la plupart des établissements se mettent en conglomérat pour les fameux classements. Chaquement THE, Shanghai, etc. Pendant que les autres se regroupaient, nous, on a atomisé, ce qui nous a fait perdre beaucoup de choses au niveau de la visibilité internationale. Donc, du coup, ici, ça va faire du bien à cet aspect. Bon, les scénarios, j'en ai parlé. Donc, ça, j'en ai parlé. C'est uniquement les villes où il y a plusieurs établissements universitaires, où l'autre scénario, c'est aller avec beaucoup plus de pôles. Bon, mais là, la démarche est volontaire. Peut-être qu'au niveau des villes où il y a plusieurs universités, les gens sont obligés de le faire. Mais pour le deuxième cas, la démarche est volontaire. Par exemple, Jaya pourra très bien faire un pôle avec Sétif, ou avec Buira, ou avec Tizi, ou avec les trois à la fois. Donc ça dépend après des ambitions des uns et des autres. Donc ça, j'en ai parlé. Ça, j'en ai parlé. Donc pour les exemples, le centre, c'est l'USTHB, Alger 1, 2 et 3, le roi, c'est le roi TFLou, au rang 1, au rang 2 et l'ISTO, etc. Ça, c'est pour l'existant. Bon, ça, c'est ce qui est préconisé, mais pas obligatoire, c'est à savoir le pôle d'Alger, Blida, Tizi Ouzou, le centre, etc. Bon, là, c'est... Je pense qu'il faut d'abord maturer le projet pour y aller. L'orientation. Ah, l'orientation. Ça va faire plaisir à monsieur le vice-recteur. L'orientation, aujourd'hui, le ministère, un petit peu grâce à la précieuse collaboration de l'ESI, l'école de Wetzmar, fait les orientations du bac vers les universités. C'est peut-être pas la meilleure technique, mais c'est la moins injuste, pour ne pas dire la plus juste. C'est une machine froide, basée sur les résultats du bac. Après ce qui se passe, c'est une autre histoire. On a beaucoup de problèmes entre le mois de septembre et jusqu'à novembre, parce qu'il y a beaucoup d'insatisfaction. Les gens ne sont pas satisfaits de leur orientation. Donc on essaye de maintenir le mieux possible ce système qui, je le répète encore une fois, est le moins juste. Les étudiants ensuite, bon, ils arrivent aux universités, ils font une année. Après, c'est l'orientation de la première à la deuxième année. Aujourd'hui, vous orientez, bon, je prends le cas du ST parce que c'est le plus frappant, tout le monde veut faire télécom. Nombre de places limité, j'ai 50 fois plus d'étudiants que de places, mais tout le monde veut faire télécom. Donc, quels que soient les critères que vous faites, il y aura des insatisfaits. Même chose pour MI et d'autres. Donc déjà, vous souffrez avec 3 ou 4 domaines au moment de l'orientation de la première à la deuxième année. C'est sur, je crois, c'est sur ST et MI. Ben, si vous souffriez sur ces 2 domaines, vous allez souffrir sur tous les autres domaines à partir de l'année prochaine si ce nouveau système est adapté. Pourquoi? Parce que si la première orientation va se faire par l'ESI sur les grands domaines, là, je pense qu'on aura moins d'insatisfaction. Pas celui qui voulait faire informatique et qui n'a pas une bonne moyenne, de toute façon, va aller dans le grand domaine STA, il aura une année pour faire ses preuves. Donc nous, je pense qu'on aura moins de contestations. Par contre, vous aurez à orienter tout ce beau monde, de la première à la deuxième année. Ce qui implique toute une reconfiguration de votre système pour prendre en charge tout ce monde. Le problème principal qui va se poser, évidemment, c'est l'équité.
On a le choix pour faire le passage de la première à la deuxième année. On peut se baser sur les résultats de la première année, moyenne générale, ou avec conditions. Bon, ça, ce sera à vous de développer. Mais le problème, je disais là-dessus, c'est que j'ai des troncs communs où les effectifs seront disséminés un petit peu partout. Peut-être dans le département d'économie, on n'est pas aussi sévère que dans le département de droit. Donc je vais noter ces étudiants différemment. Ce sera difficile de les classer. Je peux faire un concours, un des concours, mais c'est très 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 lourd. C'est-à-dire que vous allez organiser 3 ou 4 bacs chaque année, avec tous les risques que ça comporte. Donc pour vous dire quel énorme travail vous attend pour l'orientation de la première à la deuxième année. Bon voilà, je dis ce que j'avais à dire. Donc on peut faire ci, sur l'orientation du bac vers le L1, vers la première année, ça c'est nous, il n'y a pas de problème. Mais l'orientation du L1 vers le L2, bon ça, il faudra vraiment travailler là-dessus. Donc les deux solutions de l'orientation sans condition et celle basée sur un concours n'ont pas été retenues. Nous n'avons pas été retenus cette solution. Enfin, du moins, on ne la préconise pas au ministère. Parce que vraiment, elle est lourde de conséquences. Pour motif de déséquilibre des effectifs, désertion de structure, parce qu'on risque on va déserter certaines filières et on va surcharger d'autres. Ce n'est pas une bonne chose. Et pour la complexité et lourdeur et risque pour l'autre. Maintenant, bon, ça, je l'ai dit, c'est si l'établissement est dans un pôle ou n'est pas dans un pôle. S'il est dans un pôle, supposons que, comme la langue allemande, ici, bon, alors c'est un bon exemple. Tral Jabel Bac, lettres étrangères, j'ai fait une année, et puis je veux faire allemand. Je n'ai pas d'allemand. Donc vous voyez tout le travail qui attend cet étudiant, si c'est Vorof ou la Chorot, pourquoi il ne ferait pas allemand? Donc il faudra l'aider à s'inscrire quelque part où on fait allemand. D'où l'intérêt des pôles. Parce que ce n'est pas évident que vous ayez tout sur place. Si pour la première année vous avez tout, la deuxième année, ce n'est pas évident. Donc quand c'est dans la même ville universitaire, Chouïa, c'est le pôle de la ville universitaire, sinon il faudra contracter des conventions avec d'autres établissements. Donc c'est à peu près ça. Donc si vous êtes dans un pôle, vous n'êtes pas dans un pôle, etc. Donc je passe là-dessus. Maintenant, le problème, enfin la question de la bi-inscription. Bon, ce qui est demandé par monsieur le ministre, c'est de réfléchir sur la double inscription. C'est-à-dire l'étudiant avec le même bac, il peut faire 2 inscriptions en même temps. Donc ça, c'est une idée qu'il lance. Le pourquoi de cette idée, c'est que c'est une demande récurrente, je ne dirais pas de tous les étudiants, mais de pas mal d'étudiants. Donc souvent, ils font un diplôme et ils veulent faire un deuxième, chacun pour sa raison. Il y en a qui c'est pour des raisons tout à fait objectives. Alors que j'ai fait médecine, je veux faire droit pour comprendre certaines choses. Ça m'aide dans mon travail. Bon, il y en a qui le font pour rester à l'université. Bon, je veux dire, chacun ses raisons. Mais disons que c'est pour des raisons objectives. Donc c'est une demande, voyons si on peut y répondre. Alors, si on va vers un double diplôme, les avantages, un gain de temps. Ben, il fera 2 licences en 4 années. Il aura double compétence.
2 fois plus de choix pour ses titulaires que ceux d'un seul diplôme. C'est vrai, il aura 2 fois plus de choix. Il s'assure un parcours apprécié par l'employeur. Du coup, il a plus de chances d'être recruté ou de fonder son entreprise. Maintenant, comment faire réaliser ça, ce double diplôme? Première variante, c'est des parcours en même temps. Je m'inscris 2 fois avec le même bac sur 2 parcours différents. Conséquence, on peut avoir une massification des effectifs. Par exemple, tout le monde fera un diplôme plus langue anglaise. Comment je fais? C'est pas possible, ce sera surdimensionné. Insuffisance des places pédagogiques, fatalement, et insuffisance des locaux, évidemment aussi, d'encadrement. Donc ça, c'est si je fais les 2 parcours en même temps. Je peux par contre déverrouiller l'histoire des 5 ans. Vous ne revenez pas qu'après 5 ans de la date d'obtention de votre premier diplôme. On peut déverrouiller ça. On enlève le verrou des 5 ans d'attente pour s'inscrire en 2e année. Après un premier diplôme. Bon, là, ce que ça va donner, on ne sait pas. Il faut voir. 3e variante, on peut aller à l'université ouverte, ce qu'on appelait avant l'UFC. Donc, on lui permet d'être inscrit chez nous et de prendre une inscription au niveau de l'université ouverte, c'est-à-dire où il fera essentiellement ses enseignements à distance. Maintenant, à lui d'organiser son emploi du temps. Parce que faire 2 parcours en même temps, ça demande une sacrée organisation, de l'endurance et de la persévérance. Bon, donc les conséquences attendues, on en a parlé rapidement. Compte tenu des effectifs attendus, la demande de 2e diplôme cursus dans certaines filières de licence sera difficile à valider. Par exemple, licence d'anglais, c'est ce qui me vient à l'esprit. Tous les étudiants, quelles que soient les filières de formation, demanderaient le même avantage. Pourquoi que je ferais que de l'anglais? Voilà, même des informatique et télécom. On va avoir cette demande. Il faudra trouver les éléments de réponse. Massification des effectifs, ça on en a parlé, l'insuffisance des places, etc. On pourra auquel cas, quelle que soit la variante, fixer des conditions suivantes pour un 2e diplôme. On peut fixer un numerus clausus, on peut dire qu'il faut que l'étudiant n'ait eu aucun retard, pas de conseil de discipline, par exemple. Bon, on peut fixer des conditions pour l'acceptabilité de la demande. Je ne dis pas pour accepter, pour qu'elle soit acceptable. Donc ça, c'est des mécanismes à imaginer. Bon, ça c'est... J'en passe. Bon, la licence à Bac plus 4, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc j'avais même dit pourquoi. Donc, s'il y a la nouvelle configuration, on va voir... Bon, je préfère passer à l'autre slide. La flèche est en arrière-plan. Si j'ai la nouvelle configuration de gros domaines, ou de méga domaines, je ne sais pas comment l'appeler, on aura un portail du socle commun qui sera très étendu, ça sera très large, très vaste. Ceci implique une première année unie pour les enseignements un petit peu de tout bord, ce qui nous fera un temps pédagogique insuffisant à réaliser si on reste sur les 3e années, ce qui m'implique la nécessité d'ajouter une année supplémentaire. Voilà un petit peu le schéma. Donc je vais de la 1re à la 4e année. Maintenant, on va aller vers une année supplémentaire. Moi, la question que je pose, où est l'année supplémentaire? Est-ce que c'est celle-là? Ou est-ce que c'est celle-là? On est à Bac plus 4, certes, mais où est l'année supplémentaire? Celle-là, certes, je vais être obligé de mettre à jour des programmes qui n'existent pas aujourd'hui, ou celle-là, parce que j'ai des spécialités qui existent aujourd'hui.
Mais est-ce que les programmes ne vont pas changer pour autant? Les compétences acquises ne seront pas les mêmes. Donc, fatalement, à la langue, ces programmes vont changer. Donc, en fait, elles sont toutes les deux supplémentaires, bien que ça ne fasse qu'un. Bon, ça, c'est un petit peu juste la planification des programmes, etc. Et je vous remercie pour votre attention.